La question suivante de cette deuxième table ronde de la matinée va vous passionner, bien sûr. Performance et ESG sont-ils compatibles ? Je me doute un petit peu de la réponse, mais on va en avoir, je pense, la preuve avec nos trois intervenants suivants que je vous demande d'applaudir, bien sûr, chaleureusement. Sébastien Grasset, David Finch et Emmanuel C. Merci infiniment de nous rejoindre sur cette question qui est simple et qui est une question évidemment que beaucoup se posent. Est-ce que, on dit parfois que les critères ESG détruiraient de l'alpha. Il y a cette idée sous-jacente qui n'a pas totalement disparu. On l'a bien vu dans notre matinée d'hier, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui l'ESG n'est plus une option vertueuse, c'est devenu quasiment quelque chose d'obligatoire. De fait, oui. Donc, bon. Alors, on va avoir votre avis. Je commence par vous, Emmanuel C. C'est quoi aujourd'hui les drivers les plus... Alors, j'ai horreur de ce mot en anglais, mais je ne sais pas comment on peut le traduire en français. Les drivers les plus importants pour la performance ESG. En fait, avant tout, il faut voir qu'il y a eu énormément d'intérêt de la part des investisseurs. Et c'est vraiment un des principaux drivers, c'est qu'on a vu vraiment cet essor, cet intérêt de la part des investisseurs, et c'est devenu finalement l'ESG une nouvelle norme. Et en fait, en ce sens... Oui, c'est ça, c'est une norme là aujourd'hui. Exactement, et vraiment, il y a vraiment cette volonté d'être acteur des investissements. Et en fait, dans cette perspective, on a vu vraiment l'essor des fonds impact. C'est vraiment en fait dans cette perspective que tous les fonds impact ont vraiment explosé, en un sens, et d'autant plus les fonds climatiques. Parce qu'il y a vraiment cette urgence, je dirais, d'urgence climatique. On le sait, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc l'Agence internationale de l'énergie présente à peu près une réduction de 80% de toutes nos émissions. Donc il y a vraiment ce besoin d'urgence et il faut être acteur de nos investissements. Donc c'est en ça qu'on peut voir en fait... Et on va les voir ces fonds parce qu'ils sont, ils sont complexes, mais ils sont évidemment très, très vertueux. Je finis le tour de table sur le constat. Effectivement, depuis les accords de Paris, on dit que depuis les accords de Paris, de toute façon, David, il y a une contrainte qui pèse très fortement, notamment sur les banques. Que cette contrainte a un effet boule de neige qui est plutôt vertueux. Oui. Je pense que la solution facile pour beaucoup de gérants, c'est d'acheter des ratings auprès des agences, de les trier, faire des exclusions et présenter ça comme un fonds ISR. Je pense que nous, on a une approche très différente. On n'achète pas des ratings extérieurs. On fait l'analyse de chaque dossier avec le management de chaque société dans laquelle on est investi. Et je pense que comme ça, on réussit à vraiment donner notre appui en termes de capitaux à des sociétés qui font de vrais efforts pour s'améliorer. Ouais. On entend greenwashing en filigrane de ce que vous dites, pour éviter le greenwashing, oui. En d'autres termes. C'est très facile pour ces grosses sociétés de gestion un peu industrielles de faire ça à partir de ratings extérieurs qu'ils achètent, de mettre le label et de le vendre. Mais derrière, il n'y a pas un vrai travail pour bien comprendre le plan ISR de chaque société. Oui. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les CGP qui nous écoutent, à mon avis, entendent cette question très souvent ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une garantie contre le greenwashing ? Ou est-ce que, comme vient de le dire David, de temps en temps, on peut encore avoir des produits qui sont un petit peu à la frontière, si j'ai bien compris. Alors, je vais répondre à la question du coup. Oui. C'est vrai que le greenwashing, c'est une pratique qui est très décriée et à raison, effectivement. Et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans des approches industrialisées de l'ESG, avec la mise en place de filtres quantitatifs et une approche par le rating. On peut par exemple biaiser beaucoup ces ratings, ne serait-ce que sur le G de l'ESG. Sur la partie gouvernance, il y a beaucoup de sociétés spécialisées qui vont s'amuser à mettre des mots-clés dans les rapports trimestriels des sociétés pour que des outils d'intelligence artificielle les retrouvent dans les rapports. Donc c'est facile, j'allais dire, de, entre guillemets, truquer un rapport lorsqu'on est un émetteur et de biaiser l'analyse purement quantitative. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier, surtout des fonds qui ont un biais très quantitatif dans l'analyse ESG. Et pour les CGP qui nous écoutent, facile de les truquer. Est-ce que c'est facile de repérer ceux qui ont été truqués, oui. Parce qu'il y a une responsabilité, in fine, vis-à-vis du client. Alors c'est vrai que c'est pour ça que nous, on milite beaucoup chez Origestion sur le fait de se départir de la
pure analyse par les ratings, par les agences de notation extra-financière, et de rentrer un petit peu dans le qualitatif, de venir finalement au fond des choses, de rentrer dans l'analyse qualitative de l'animal, du fond qu'on a en face de nous, pour le qualifier. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut échanger avec les équipes, ne pas se suffire de la documentation commerciale, rentrer dans tous les rapports à notre disposition et ouvrir le capot. Alors, notre sondage est lancé et il va vous intéresser évidemment. Est-ce que vous observez une augmentation des demandes liées à l'ESG? On est à 55-45 pour l'instant, 55%. D'ailleurs, ça évolue à toute vitesse et on arrive à une quasi-égalité. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'il y a la moitié de ceux qui nous regardent, une grosse moitié, qui voient une augmentation des demandes liées à l'ESG. On sait que c'est un mouvement de société. On imagine que les clients veulent aussi avoir des investissements qui ont du sens. Racontez-nous les vôtres, Emmanuel. Racontez-nous ces investissements, ces fonds sur lesquels vous proposez des produits. Tout à fait. Donc, chez Swiss Life Asset Manager, nous avons lancé une gamme de fonds thématiques impact, vraiment dédiés aux solutions climatiques et environnementales. Et donc, particulièrement, nous avons lancé un fonds biodiversité. Et chez Swiss Life Asset Manager, on a vraiment cette thématique de biodiversité, c'est vraiment une thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Et on a été vraiment les premiers parmi tout le marché à lancer un fonds dédié à la biodiversité. Et en fait, Comment ça marche? Comment ça marche? Parce que c'est une thématique qui est on a tous envie par rapport à ça. Et la question, c'est aussi, est-ce que c'est vraiment rentable d'investir dans la biodiversité? Exactement. En fait, il y a eu cette question initialement climatique en amont. Et finalement, la crise de biodiversité auquel on fait face, parce qu'il faut voir que selon le World Economic Forum, la perte en biodiversité, c'est la première menace que nous faisons tous face, l'humanité tout entière. Donc il faut répondre à cette problématique-là. Et donc concrètement, on a eu en amont cette question climatique le point de biodiversité, c'est finalement une crise conjointe entre climat et biodiversité. Donc on est encore plus loin dans cette recherche d'impact, je dirais. Très bien. Alors justement, imaginons que j'aille voir mon CGP préféré et que je veuille investir pour lutter pour la biodiversité avec Swiss Life. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me proposez? Et en quoi j'ai la garantie qu'à la fin, en effet, je fais un geste pour la planète? Alors déjà, il faut peut-être se replacer au niveau de la COP 15 qui a eu lieu en décembre dernier à Montréal. Donc la COP biodiversité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La COP 15 qui était dédiée à la biodiversité. Voilà. Après la COP 28 qui était en Égypte. Exactement. Et donc, si on se remet un petit peu en perspective, il y a eu par exemple la COP 21 en 2015 et à ce moment-là, la question de l'ESG, je reviens un petit peu sur le point de tout à l'heure, mais à ce moment-là, la question de l'ESG était vraiment un gros point d'interrogation. On se remettait en question sur est-ce que le concept d'ESG n'est pas finalement en opposition avec la performance. C'était ça le monde, je dirais, à cette époque. Et depuis, on a eu, par exemple, Nordhaus, qui est prix Nobel en 2018, avec ses modèles climatiques et économiques. On a les crises, les grèves pour le climat actuellement. On a eu et on a Greta Thunberg avec ses plus de 20 millions de followers. Donc on voit vraiment en fait tout cet engouement pour le climat et pour agir. Et c'est vraiment ça le trigger Mais vous les entendez, les Greta Thunberg et autres militants, pour le coup, qui disent... Alors, le monde de la finance est formidable, mais c'est du greenwashing, justement. Je reprends ma question parce que je pense qu'elle est assez importante. Comment j'ai la garantie, moi, en investissant chez Swiss Life, qu'en effet, il y a un impact? Tout à fait. Et je vais rebondir justement sur ce qui a été dit précédemment, mais la partie qualitative, la partie fondamentale est juste essentielle. Il faut
décortiquer, je dirais, ce qu'il y a dans chaque entreprise et aller au-delà de ce qui est publié, au-delà des communications marketing. Il faut rentrer dans le business model des entreprises et regarder si les projections faites sont réelles, si l'entreprise a vraiment la volonté de changer son business model pour être propre. Donc ça demande un travail un petit peu différent, effectivement, des fonds qui appliquent des filtres, tout simplement, mais c'est ce qui fait, je dirais, la philosophie des fonds impact. D'accord. Alors, David, vos outils chez Ixios, on a compris ceux d'Emmanuel. Oui, donc je parlerai principalement de notre fonds Energy Metals, qui est investi dans des sociétés minières. Donc, c'est des sociétés qui produisent les métaux nécessaires pour la transition énergétique. Donc, on sait qu'on va avoir besoin d'une grosse quantité de métaux pour effectuer la transition énergétique, beaucoup plus que la production mondiale actuelle. Et donc, pour nous, c'est une question d'allouer des capitaux vers ceux qui sont capables de fournir cette augmentation, mais tout en minimisant l'impact de l'extraction sur l'environnement, sur le climat. On parle de quels métaux, d'ailleurs? Pardon. Bon, on parle de tous les métaux qui sont nécessaires, donc cuivre, lithium, nickel, cobalt, terres rares. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Il y a plusieurs interventions qui ont été faites sur le fait que les ressources naturelles du monde sont quand même limitées, ou plus exactement, si on doit aller chercher plus de métaux et d'être vraiment sur cette surconsommation de métaux, on va être obligé d'aller chercher à des endroits où il ne faut potentiellement pas aller. Il y a un moment où est-ce qu'on n'est pas cerné, est-ce qu'on n'est pas dans un entonnoir ou dans un corner de se dire que, en fait, on ne peut pas aller au bout de cette transition? Oui, c'est un gros risque, je pense. Si on regarde la croissance des 20 dernières années de l'économie mondiale, ça a été drivé par la digitalisation, qui était très peu intense en utilisation de matières premières. Oui. Là, on va vers un changement de toute l'infrastructure transport, toute l'infrastructure énergétique du monde. Et donc, ça va être très intense en utilisation de métaux. Ouais, en fait, il y a l'industrie minière, aujourd'hui, n'est pas capable de fournir cette croissance de production dans l'état actuel. Donc, il faut investir, il faut leur allouer des capitaux pour construire de nouvelles mines, pour pouvoir effectuer la transition énergétique. Donc, la question, c'est est-ce que les dégâts créés par les activités minières sont plus importants que les bienfaits de la transition énénergétique. Et je pense que, à l'échelle, c'est quand même très différente. Donc, je pense que les bénéfices valent beaucoup, beaucoup plus que les dégâts temporaires, surtout qu'on investit dans des sociétés qui sont conscientes de ce problématique et qui essaient de minimiser et de réduire au maximum ces dégâts. Et on va même avoir des mines, je crois, en France, dans les années qui viennent. En tout cas, c'est l'annonce qui a été faite. Oui. Sébastien, vos outils chez Oris. Alors, on a développé des outils justement d'analyse des fonds ESG, en commençant d'abord par regarder si, comme je disais, l'animal qu'on a en face de nous est véritablement ESG, si on n'a pas du greenwashing. Donc ça va être la première étape. Et puis on va revenir finalement aux fondamentaux, à savoir faire notre métier, gérer. Et pour ça, on va revenir à la performance financière. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la sacrifier, j'allais dire, sur l'autel de l'ESG. Et c'est vrai qu'il est assez cocasse d'ailleurs qu'on fasse cette émission en début d'année 2023, parce qu'on sort quand même de l'année 2022, qui a été la première année de décollecte depuis 10 ans sur les fonds ESG, qui était plutôt résilient en la matière par rapport aux fonds plus conventionnels. Et nous, on a constaté chez Oris... C'est une tendance générale, quelque part. Parce que oui, en général, tous les fonds ont décollecté, mais les fonds ESG, c'est la première fois qu'ils subissent, j'allais dire, une décollecte aussi forte. Et c'est vraiment la première année de décollecte aussi forte. On aurait pu s'attendre justement, du fait de la thématique, à une forme de résilience, de maintien, une forme de buy and hold, de portage sur ce type de thématique, en disant « j'y crois, je garde ». Et j'allais dire, on n'est pas aidé en la matière, parce qu'on a, c'est un peu comme avec les virologues et les études, on a des méta-analyses qui sortent. Il y en a une qui est tombée en août 2022 par l'Université de New York et qui n'a pas beaucoup aidé l'ESG et qui conclut, c'est la plus grande analyse à ma connaissance en la matière, elle regroupe plus de 2500 études, et elle conclut, c'est dur à entendre, que la performance des fonds ESG ne diffère pas fondamentalement, je reprends quasiment le wording en anglais, ne diffère pas fondamentalement des fonds conventionnels. Donc ça ne va pas aider les investisseurs à revenir en amour vers l'ESG. Et je regardais d'ailleurs un média digital bien connu par les CGP, je ne sais pas si on peut le citer, donc je me garderai de le citer, on peut, c'est H24 Finance, qui a fait l'exercice de regarder sur son site, donc ce média digital, les lectures les plus regardées, les articles les plus lus
par les CGP, les moins lus. Et parmi les moins lus, qu'est-ce qu'on retrouve majoritairement? L'ESG. Ouais. Donc il y a eu un désamour de la part de beaucoup de CGP en la matière, et je pense la raison n'est pas bonne, puisque en fait, il y a une confusion, à mon avis, qu'il faut vraiment écarter tout de suite. C'est la confusion entre gestion ESG et corrélation automatique, systématique, avec ce qu'on appelle le facteur croissance, le facteur growth, qui a, j'allais dire, été bien mis à mal par la hausse des taux. Et donc beaucoup de fonds ESG sur la technologie au service de l'homme, sur les énergies renouvelables, ont pris le bouillon. Ce n'est pas le cas de certains fonds. Ici, on a 2 exemples. On a un fonds qui est plutôt cyclique, par nature, puis un fonds qui est plutôt blend et qui sait naviguer par rapport aux différentes rotations factorielles, growth to value, value to growth. Et en fait, il faut faire notre métier. Regarder si les fonds sont ESG d'abord, éviter le greenwashing, et chercher les biais de style adéquats par rapport au marché financier. Mais c'est triste ce que vous dites, parce que dans le fond, si tout le monde se met à douter de ces fonds ESG, ils vont inexorablement baisser. Il y a aussi peut-être un cercle vertueux à se dire on continue à proposer des fonds ESG. Et à la limite, pardon, là je suis le citoyen lambda, si la performance est la même, autant investir dans de l'ESG plutôt que dans de la pure fabrication d'argent, non ? Alors, j'abonde totalement dans ce sens. C'est pour ça qu'on a développé des outils d'analyse et qu'on a une demande. On observe, nous, une demande de la part des CGP, mais beaucoup, j'allais dire, de nos interlocuteurs avaient des positionnements très biaisés sur le style croissance et ont subi, du coup, des contre-performances sur l'année 2022. On peut faire de l'ESG en allant chercher des fonds value, en allant chercher des fonds cycliques, des fonds blend. On peut faire de l'ESG en cherchant de la performance. Donc moi, j'abonde totalement dans ce sens. Si les conclusions, c'est que c'est aussi performant, partons là-dessus, sur ce postulat, cet axiome. Oui. Et puis il y a beaucoup d'argent public derrière qui sécurise malgré tout, hein, parce qu'on sait que le plan de relance en France, par exemple, sur 100 milliards, on a 30 ou 40 milliards qui sont... Il y a des plans de relance budgétaires en la faveur, et puis également une pression réglementaire que les CGP vont d'ailleurs, entre guillemets, subir, hein, avec SFDR, taxonomie, PAI, durabilité. C'est beaucoup de noms et d'acronymes à maîtriser. Et donc, mécaniquement, les CGP vont devoir proposer des solutions ESG à leurs clients. 2 questions que je relais immédiatement. Christophe Delcourt vous demande quels sont les facteurs ESG les plus significatifs. Et puis on répondra aussi à celle d'Alexandre Finazzo. L'industrie de l'armement ou un actif type Total Energy sont-ils, j'ai presque envie d'ajouter, peuvent-ils être ESG? Je vous laisse répondre aux 2 questions tous les 3. La première, quels sont les facteurs ESG les plus significatifs à vos yeux? Alors, par facteur, je ne sais pas si on entend secteur ou j'imagine, oui. Style. Catégorie, oui. Ou le secteur, tu veux... Je pensais parler d'abord côté facteur, parce qu'effectivement, on mentionnait tout à l'heure qu'une vaste majorité des fonds ESG et Impact ont un biais croissance. Et en fait, concrètement, ça se matérialise par une sous-pondération sur les énergies traditionnelles et une surpondération sur la tech. Ça, c'est un peu l'image générale. Mais tous les fonds ESG Impact ne sont pas sur cette norme, on va dire, ou cette généralité. Par exemple, nos fonds, effectivement, sont plus blend, pour reprendre un peu le mot qui a été mentionné. Et concrètement, en fait, l'objet de la gestion active, nous, en tant que gérants, c'est d'aller, repérer les poches d'opportunités et de naviguer dans ces cycles. Donc, par exemple, cet été, on a eu le IRA, donc le Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui a été vraiment un booster, un catalyseur supplémentaire sur le déploiement sur toutes les infrastructures vertes. Donc, on a eu quelques poches d'opportunités. Par exemple, aussi cette année, donc, il y a eu malheureusement le conflit avec la Russie et toute la crise énergétique qui en a découlé et qui est toujours présente. Du coup, sur le devant de la scène, on a eu l'urgence d'accélérer la transition énergétique et d'aller voir, par exemple, les clean tech, les clean energy. Donc, pendant une certaine période, on a eu tout un boost sur cette poche ce segment thématique. Donc, c'est vraiment notre rôle en tant que gérant d'aller spotter, entre guillemets, ces poches d'opportunités. Courte réponse sur est-ce que l'industrie de l'armement ou Total Energy, c'est vrai que Total Energy, on en parle très, très souvent, ils tentent de faire une métamorphose et d'aller notamment vers l'hydrogène. C'est des extracteurs de matières premières. Ou d'autres énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut leur faire confiance et investir en se disant qu'on investit ESG, ce qui est un peu contre-intuitif comme ça à la base? Vos réponses?
Je pense que David. tant que la société est en train d'investir le fruit d'extraction de pétrole dans un mouvement vers l'énergie renouvelable, je pense que c'est tout à fait possible. Oui, Ils ont fait leur métamorphose d'ailleurs. parce que Total Energy, on les cite toujours, mais pétrole encore. Oui. Et on en aura besoin pendant les prochaines 20 années, je pense. Greta Thunberg dira on ne peut pas continuer à nourrir une entreprise qui va, elle, continuer à forer un petit peu partout. Oui, mais pour vous que les bénéfices de cette activité sont réinvestis dans la transition énergétique, je trouve que c'est tout à fait possible d'avoir une bonne vision ISR de cette société. ouais, parce qu'ils transforment quelque part, c'est une manière de transformer, de prendre la situation actuelle pour la transformer vers demain. Ouais. Et je pense que dans tous les projets qu'on a de transition énergétique, on a été beaucoup trop optimiste sur la durée de notre dépendance sur le pétrole. Aux énergies fossiles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir ça. Sébastien, en quelques mots. Je pense que la réponse est en deux temps. Tout d'abord, force est de constater aujourd'hui que Total est présent dans bon nombre de fonds de classification SFDR8, labellisés d'État français ISR. Donc la réponse c'est oui, c'est le cas. Ça, c'est le constat. On a du Total dans plein de fonds que je ne citerai pas ici, qui marchent très bien, des fonds value qui ont bien marché notamment sur l'année écoulée. Et on a du Total dans les top 10 positions. Bon. Et qui sont sincères. Et qui sont dans une démarche sincère. En tout cas, ça passe les filtres. Voilà. Maintenant, tout dépend de l'intensité ISR que le client du CGP va vouloir donner à son portefeuille géré sous mandat. Où, nous, on gère des fonds dédiés pour des CGP, des fonds de fonds sur mesure où on peut avoir une coloration ESG plus ou moins intense. Et tout dépend de ce qu'on veut. On peut décider d'exclure des secteurs, d'exclure des sociétés. Des sociétés, c'est vraiment une appétence, Oui, un choix. je peux dire, moi, Thales, Dassault, non merci, Total Energy. un choix. Sinon, non, merci. effectivement, ça passe les filtres. D'accord. On fait une petite pause publicitaire et puis on continue ce débat qui est passionnant. Chez Adequity, on innove toujours et encore. Le capital garanti s'installe, on a plein de propositions à vous faire avec des rendements plus ou moins dynamiques en fonction du risque sur le rendement, bien sûr. On a bien sûr aussi de nouvelles fonctionnalités sur le site internet avec l'arrivée d'un calendrier avec les échéances sur votre portefeuille de produits structurés. Pierre Bouty sera votre nouvel interlocuteur dans le Sud-Est. Il nous vient de Suisse, il vendait déjà des produits structurés, donc il connaît très bien son domaine. Enfin, vous avez de nombreux nouveaux sous-jacents qui arrivent pour traiter différentes thématiques pour répondre au mieux aux problématiques de vos clients. Et il nous reste une dizaine de minutes sur cette question passionnante. Performance et ESG sont-ils compatibles ? On voit que oui, même si la performance a un petit peu décliné l'année dernière. À performance égale, autant choisir le bon côté. On est, je pense, autour de cette table tout à fait d'accord, tous. Alors l'ingénierie financière chez moi a fait une étude là-dessus et montré qu'effectivement les fonds ESG qui étaient en tout cas présents dans nos contrats avaient une performance supérieure à celle des fonds autres. On n'est pas rentré sur le ESG, beaucoup ESG, pas beaucoup ESG, mais c'était juste une étude comme ça. Moi, j'ai vraiment une question de fond par rapport à ça. Est-ce que le critère ESG, est-ce que c'est un critère qui est choisi par les sociétés de gestion ou est-ce qu'aujourd'hui c'est subi ? Ou entre d'autres mots, est-ce qu'on est obligé de faire de l'ESG ou est-ce qu'on choisit de le faire ? Il y a la conviction et la pression du marché, on va dire. Emmanuel ? Je dirais à partir du moment où on lance une gamme, je parle pour Swiss Life Asset Managers, mais à partir du moment où on lance une gamme vraiment de fonds thématiques impact, c'est vraiment un choix de conviction. On veut aller au-delà de l'ESG. On ne veut pas subir des filtres, on ne veut pas avoir des fonds avec juste une application de filtre. On veut aller vraiment vers l'investissement concret et de voir entreprise par entreprise s'il y a vraiment cette réalité alors je parle pour la biodiversité, mais ça pourrait être sur le climat de façon générale, ou ce genre de choses. Il faut vraiment intégrer tout ce prisme au sein de la gestion et vraiment de naviguer entre le prisme impact ESG et le prisme investissement rentabilité. Les meilleurs fonds à impact, ils rapportent combien, pardon, puisqu'on est vraiment sur ce débat entre performance et ESG. Les meilleurs. C'est assez variable selon la thématique. On peut avoir des fonds impact davantage tournés vers la démographie. On peut avoir des fonds impact thématiques axés sur le climat.
des fonds impact axés sur la partie social également. Donc c'est assez variable selon les différentes briques. Après, sur la brique climat, je mentionnais tout à l'heure, quand on choisit un fonds climat, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, dans le sens où on choisit une thématique, mais on choisit également des sous-dimensions thématiques. Justement, on choisit une gestion flexible, active, où on peut naviguer entre de la clean energy, de la clean mobility, selon les opportunités d'investissement. Et ça, c'est juste essentiel en termes de gestion. Mais une fois qu'on a choisi, puisque je reviens sur la question, on choisit, subit, admettons qu'on soit très volontariste dans l'investissement. Combien, je repose cette question très, très basique, combien on peut attendre en termes de performance aujourd'hui sur les meilleurs produits? Et vous nous donnerez d'ailleurs un produit chacun juste après. David? C'est très variable pour nous. Parce oui, mais vous que me dites tous que c'est très variable. Non, moi, j'aimerais un chiffre, juste un. Oui. Ce que je dirais, c'est que nos fonds sont investis dans un secteur qui est très cyclique, le secteur des matières premières. Et donc, avec le dispositif ISR, qui est vraiment au cœur de notre process, on a réussi à surperformer le benchmark minier de façon très significative depuis la création du fonds. Mais le retour en absolu, ça dépend des années boursières macroéconomiques qu'on peut essayer de juger, mais qu'on ne maîtrise pas, c'est sûr. Si on fait une fourchette, c'est ma dernière chance avec vous. Du benchmark. Combien de surperformance? On va poser la question différemment. Fourchette de performance, voilà. Emmanuel, quel est le pourcentage de surperformance par an? Fourchette de surperformance. De surperformance. Eh ben, formidable. Ouais. Faisons une fourchette avec vous, Sébastien, de surperformance. Je vais tenter de répondre sur cette question de la surperformance. Et ne me dites pas, ça dépend. Parce que là, je suis arrivé, moi, j'ai épuisé tout ce que je pouvais faire. Je vais essayer d'être très concret. Le sujet, on voit que c'est un débat qui peut vite passionner les foules. Et qui n'est pas si tranché que cela. On parlait d'études tout à l'heure. L'étude que je citais, c'est l'étude, j'allais dire, à ma connaissance, la plus poussée. On parle de méta-analyse et de chercheurs en data science qui ne nous ont pas aidés, comme je le disais. Cette étude, elle est sortie en août 2022, elle fait un peu autorité. Et on peut en trouver d'autres, on peut en faire soi-même d'ailleurs. On peut se poser la question, mais qui l'a financé? Par ailleurs. Non, mais c'est toujours les mêmes sujets. On a l'impression de faire un débat sur l'étude, sur l'efficacité de tel ou tel vaccin, etc. On pourrait s'amuser à faire de la politique. Ou les dangers du tabac. Voilà, combien de surperformance en moyenne? Voilà, concrètement. Merci, Philippe. Je vais commencer par dire ça dépend. Non, parce qu'il parle beaucoup des chiffres. On ne peut pas être aussi, j'allais dire, tranché en la matière. Bien sûr, on a compris. C'est comme répondre à la question, est-ce que l'ESG est plus performant ou sous-performant? Ça dépend des études, ça dépend aussi des biais qu'on va prendre. Et j'allais dire, revenons aux fondamentaux. Lorsqu'on fait de la gestion, on va s'intéresser, encore une fois, à est-ce que le fonds que j'ai en face de moi, il est bien calibré par rapport au cycle de marché et à la macroéconomie. Donc les fonds qui étaient thématiques, on parlait des thématiques énergie renouvelable, la technologie, l'année dernière, et ça a été une catastrophe nucléaire, clairement. Ils ont fait des sous-performances largement en dessous de leur... Absolument. J'en ai une belle perche. Et ils ont été largement sous-performants. Donc, si je prenais un fonds comme ça, technologie au service de l'homme, ou sur une thématique ODD liée aux énergies renouvelables, il serait largement en dessous le benchmark standard du S&P 500 ou de l'Eurostoxx 50. Donc, ce serait pas faire honneur à l'ESG. En revanche, et c'est là où nous, on intervient pour accompagner les CGP, on va chercher le bon biais de style. Donc, clairement, un fonds cyclique qui est bien comme le tien chez Ixios est bien positionné justement sur 2023 pour jouer cette transition énergétique. On voit que la Chine repart et ça peut aider notamment sur la partie cuivre toute l'activité que tu portes. Ton fonds également chez Swiss Life est plutôt orienté, sachant naviguer entre les différents biais de style. Donc c'est plutôt ce type de fonds-là que nous, on va aller chercher pendant un temps et on va revenir ensuite sur les fonds qui ont été sacrifiés sur 2022, les fonds qui ont ce biais croissance, puisque ça va revenir, l'inflation est amenée à baisser, comme dirait le général de Gaulle, je finirai bien par mourir, l'inflation aussi finira par se normaliser, et les taux vont se calmer, il faudra revenir sur ces stratégies qui ont été sacrifiées. Donc j'allais dire, on peut en attendre la performance du marché action, oui, ça dépend, plus ou moins selon l'erreur qu'on commet à être mal positionné sur le biais de style. J'ai une solution pour avoir un chiffre, c'est qu'on va parler de vos produits en quelques secondes, puis vous allez nous donner les performances de ces produits. Puis alors là, je ne vous lâcherai pas avant que vous nous ayez donné les performances. Emmanuel. Ne bouge pas, je vais vérifier.
Alors concrètement, par rapport à l'indice de référence, puisque nous n'avons pas de benchmark pour Oui, mais ça ne dépend pas, là. Hein. Par rapport à un indice de référence qui est le MSCI World, donc, qui est quand même l'indice global, nos fonds, je parle de toute la gamme des fonds climatiques, environnement que nous avons, donc biodiversité, green buildings et climat, surperforment l'indice de référence. C'est ça aussi qu'il faut de façon assez significative depuis le lancement des fonds. Et les 3 fonds ont été lancés en août 2021. D'accord. Performance moyenne de ces 3 fonds? Globalement, sur l'année écoulée, nous avons une surperformance de près de 1%. Surperformance. Une surperformance par rapport à l'indice de référence. D'accord. On a un chiffre. David. Oui. Un autre. David, je pense qu'il va nous en donner un. Je le sentais bien tout à l'heure. Ouais. Le fonds Energy Metals, c'est un fonds en dollars. Hein. Donc, depuis sa création, ça fait à peu près 15%. Et ça surperforme le benchmark minier de 7 ou 8%. D'accord. Donc là, c'est effectivement très intéressant. Significatif. Oui. Pour en être fier. Ouais. Pour finir, Sébastien, peut-être un conseil au CGP qui nous regarde. Je voulais dire, si je devais donner un seul conseil, c'est de ne pas voir les stratégies ESG comme des stratégies de portage où on va adosser des thématiques, jouer, j'allais dire, au cube en mettant telle thématique par-dessus telle autre, etc. Lorsqu'on fait de l'investissement ESG, il faut, encore une fois, revenir aux fondamentaux, les biais de style. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on accompagne beaucoup de CGP et c'est un peu un axe stratégique chez Origestion, même un peu beaucoup. Et on a souvent cette discussion, ce débat très animé sur le ESG, oui, mes clients n'en veulent pas, mes clients en veulent, je vais les pousser à en faire, il y a la réglementation qui m'impose aussi à en faire. J'allais dire, quand on en fait, il faut le faire bien. Et pour le faire bien, il faut revenir aux fondamentaux. C'est est-ce que j'ai un fonds ESG en face de moi? Oui ou non. Pour ça, il faut faire du qualitatif. Il ne faut pas se contenter des notations. Et 2, une fois que j'ai fait cette analyse, que j'ai défini mon univers, c'est ce qu'on fait chez Origestion, eh bien, à ce moment-là, on va faire de la sélection de fonds, de la multigestion traditionnelle. On va regarder si le fonds a le bon biais de style par rapport au marché, ici et maintenant. Et on ne va pas hésiter à arbitrer. On ne va pas garder un fonds en étant amoureux. On fait notre métier, on arbitre de manière active. C'est ça qu'il faut faire. Mais on peut être amoureux quand même. On peut être amoureux de la thématique ESG. La performance n'exclut pas l'émotion. Concrètement, lorsqu'on a des enfants ou qu'on aime son prochain, effectivement, on ne peut que aller vers cette tendance qui est presque irrésistible. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et performance et ESG sont compatibles. Et on compte les pertes. Ce sera la réponse. Regardez le résultat de notre sondage, il est très instructif. Observez-vous une augmentation des demandes liées à l'ESG? 50-50. Oui, une moitié. Une moitié de nos conseillers observent ça, ce qui est plutôt bon signe. Le mauvais signe, c'est qu'il y en a 50% qui, pour l'instant, ne voient rien arriver. Un immense merci à tous les trois. On vous applaudit très chaleureusement. C'était particulièrement intéressant. On poursuit tout de suite et on va poursuivre avec une chronique sur Norcia Protect et Prévoyance avec Sébastien Ferron et Sophie Gousset, juste avant une petite pub, bien sûr. Alors je sais tout d'abord qu'il y a un sujet sur lequel vous nous attendez tous et c'est totalement légitime. Nous aussi, on a envie de tourner cette page et je peux vous assurer que nous déployons de nombreux moyens humains et financiers pour trouver une solution. Alors au-delà de cela, vous connaissez notre philosophie de gestion qui s'appuie sur un processus d'investissement qui existe depuis plus de 30 ans. Gestion d'arbitrage qui vise à décortiquer les grandes tendances macroéconomiques. Notre objectif, c'est offrir et permettre à nos clients, en fonction de leur profil de risque et leur horizon d'investissement, de trouver chez nous de véritables sources de performances diversifiées. Alors bien entendu, dans notre écosystème, on essaye systématiquement de trouver la martingale. Il n'y en a pas. Un processus de gestion peut avoir des failles sur une année. Il est clé de pouvoir le juger sur plusieurs années. Dans ce cadre-là, nous n'avons pas de réelle métamorphose à proposer. Nous devons juste nous améliorer, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs après la crise du Covid. Notre ambition reste la même, c'est accompagner nos clients dans la recherche de performance et leur apporter une véritable source de diversification au sein de leurs allocations. Rendez-vous donc aux universités pour parler de tout cela. Merci. La prévoyance a pendant longtemps été considérée comme le parent pauvre de la gestion de patrimoine, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est le socle d'une bonne organisation patrimoniale.
À quoi ça sert d'avoir la meilleure stratégie patrimoniale, les meilleures performances financières, si tout ce qui a été si difficilement mis en place part en droit de succession? Ou pire, si vous devez démonter tout ce que vous avez construit pour financer ces droits de succession. La prévoyance est le fait de couvrir un aléa, tel un accident ou une maladie, provoquant un arrêt de travail, une invalidité ou encore un décès. La prévoyance patrimoniale, elle, s'adresse aux clients qui souhaitent pérenniser leur patrimoine, bien sûr, mais également leur entreprise. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis accompagné de Sophie Gousset, ingénieure patrimoniale du cabinet Cara Capital. Alors Sophie, pourquoi la prévoyance doit-elle faire partie intégrante de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine ? Alors la première raison est qu'en tant que CGP, protéger le patrimoine de nos clients avant même de penser à le développer, c'est la base de notre métier. En effet, il est essentiel que nos clients soient couverts face aux aléas de la vie, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. La seconde raison est que l'on observe ces dernières années un développement important de ce marché. D'une part, depuis le Covid, on constate une forte croissance des indépendants. Et on sait que de par leur statut, ils ne bénéficient pas d'une protection sociale aussi complète que celle des salariés. Et donc, il est primordial de leur préconiser de souscrire à des prévoyances complémentaires. D'autre part, en ce qui concerne la protection et la pérennité des entreprises, on a pu constater, d'après un récent sondage, que 89% des entreprises n'avaient pas de plan de transmission ou de succession déjà établi et avaient encore moins anticipé la perte d'un membre essentiel à leur activité. Sur ce point, nous avons un véritable rôle à jouer pour alerter nos clients et leur conseiller de sécuriser leur patrimoine professionnel via des garanties telles que la garantie homme-clé ou la garantie croisée associée. Ainsi, intégrer la prévoyance dans notre activité permet de fidéliser davantage notre clientèle en proposant un accompagnement des plus complets. Et puis enfin, quand on sait que la durée moyenne d'un contrat de prévoyance est de 10 à 12 ans, pour un cabinet CGP, c'est un bon moyen de s'assurer des revenus sur le long terme qui ne subiront pas d'effet marché et qui, au contraire, auront tendance à augmenter avec l'âge de nos clients. Mais comment un cabinet en gestion de patrimoine qui ne fait pas aujourd'hui de prévoyance doit-il faire pour s'y mettre ? Eh bien, tout d'abord, il est essentiel de se former sur ce sujet. En effet, c'est un véritable métier qui nécessite certaines compétences et donc d'être bien accompagné par ses partenaires. Par conséquent, il faut bien choisir son partenaire, notamment au regard de différents critères tels que l'accessibilité aux outils digitaux, la facilité des échanges avec les équipes et puis des produits adaptés aux besoins de sa clientèle, par exemple des contrats hommes-clés pour des entrepreneurs ou des garanties d'essai garantissant des capitaux élevés. Pour finir, le meilleur moyen de se mettre à faire de la prévoyance, c'est probablement d'oser se lancer et souscrire son premier contrat de prévoyance. Merci Sophie pour ces explications. Grâce à Norcia Protect, nous vous accompagnons grâce à une plateforme full digital, multi-assureur, ainsi que des services spécifiques et ainsi protégeons vos clients et leur patrimoine. Merci à Sébastien et à Sophie. Toute petite conclusion avec toi, Philippe, sur l'ESG, vu du prisme Norcia, justement. On se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'expertise sur le choix des fonds et sur la qualité de la gestion des fonds. Donc on a vu que l'analyse financière qui est à l'intérieur des fonds joue énormément sur la méthodologie de gestion. Donc c'est vraiment le point qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir cette expertise. 3 invités formidables vont nous rejoindre pour se poser une question. Y a-t-il un retour en grâce du marché obligataire ? Juste après la pub. Alors, j'aime beaucoup la question parce que quand on regarde la définition de métamorphose dans le Larousse, concrètement, c'est transformation d'un être en un autre. Alors, en littérature, c'est très kafkaïen. Dans le règne animal, c'est la chrysalide vers le papillon. Je vais tout de suite vous rassurer, il n'y aura pas de métamorphose de Primonial Rem France en 2023. On va continuer à faire ce que l'on sait bien faire, gérer l'épargne de vos clients. Je vous rappelle qu'on est assis sur 34 milliards d'euros d'épargne qui ont été collectés majoritairement auprès d'une clientèle grand public. On va toutefois, et ça je peux vous le garantir, nous employer à continuer à améliorer l'existant, améliorer nos portefeuilles et les amener en fait en termes de transition énergétique vers la trajectoire zéro carbone. Mais à côté de ces objectifs environnementaux, on va s'attacher aussi à avoir des objectifs sociétaux assez ambitieux, notamment sur le résidentiel, mais aussi et surtout sur la santé, pour laquelle nous avons déjà un programme d'investissement déjà très important en 2023 sur la SCPI Primovie et puis sur la SCI Cap Santé. Et là, c'est un peu un scoop, la SCI Cap Santé rouvrira à la commercialisation en début d'année 2023. Investir dans la santé, vous le savez, c'est répondre à des enjeux démographiques assez importants, de vieillissement, et puis des enjeux
immobilier également, pour faire face, bien sûr, à des besoins en termes d'infrastructures toujours croissants. Donc investir dans ces fonds de santé, c'est permettre à chacun de pouvoir contribuer, ainsi que nous-mêmes par ailleurs, à investir de manière responsable et puis contribuer favorablement à avoir un impact positif dans la société.